Le Tigre II est un char lourd de l'armée allemande mis en service en 1944. Il a été conçu pour remplacer le Tigre I qui était le fruit d'un travail précipité. Le but du projet était de monter le formidable canon de 8,8 cm de 71 calibre dans un char lourdement blindé. La première démonstration du Tigre II avec ce nouveau canon eut lieu le 20 octobre 1943 en présence d'Hitler. Le Tigre II fut mis en production en décembre 1943 à Kassel. Les 50 premiers exemplaires reçurent une tourelle Porsche. Mais tous les suivants furent munis d'une tourelle Henschel. En tout, 485 blindés de ce type furent construits. Doté de caractéristiques impressionnantes sur le papier, l'utilisation de ce modèle fut en réalité beaucoup plus compliquée que prévu pour l'état-major allemand. Le Tigre 213 de la Glaise nous permet encore aujourd'hui d'analyser et mieux comprendre ce monstre d'acier. Ici, vous êtes devant une relique, le 213, notre Tiger 213, 70 tonnes de méchanceté. Ce char a été retrouvé non seulement en panne d'essence, mais endommagé. Il a été retrouvé à la ferme Mérimont, ici à quelques centaines de mètres, à 300 mètres à vol d'oiseau. Et on remarque qu'il a été carrément matraqué par les chars américains. Et à l'origine, le bout du canon est éclaté, parce qu'il a reçu un obus sur le bout du canon. D'ailleurs, regardez, le canon n'est pas complètement sorti, il est même rentré. La culasse est bloquée à moitié. Alors avec les années, le bout du canon était explosé, ils ont voulu le remplacer ici, et ils l'ont remplacé par un canon de 75, qui a été regreffé ici. C'est un peu dommage, j'estime personnellement qu'on aurait dû garder le canon éclaté, mais voilà, il en est autrement, surtout qu'il est plus long. Ici, le canon est plus court que la réalité, et c'est un 75, donc, qui a été récupéré, qui servait de descente d'eau dans une ferme, et qui a été récupéré d'un Sturmgeschütz. Alors, l'efficacité de ce canon était le 88, le 8,8 pour les Allemands, puisque les Allemands parlent en centimètres, les Alliés, oui, et les Alliés en millimètres. À 2000 mètres, son efficacité est de 90% au premier coup, par temps clair et sans trop de vent. Il faut imaginer 90% de cible atteinte à 2 km. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et le record absolu enregistré par l'armée rouge a été 4600 mètres. Un char Staline, donc c'est un char lourd, c'est le char qui est un peu plus lourd que le T-34, a été détruit à 4600 mètres, reconnu par l'armée rouge. Donc ce n'est même pas de la propagande allemande. Un des problèmes de ce canon, bien qu'il soit très efficace, était qu'il s'usait vite. Après 500 coups, il fallait le remplacer. Voilà, Hugues, tu te trouves devant des impacts, là, ça date des batailles alors, ou c'est des essais? C'est tout à fait des batailles. Maintenant, on ne sait pas exactement quel stigmate a été fait à quel moment. Oui. Hein, ça, c'est très clair. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a reçu des coups au but, et on a deux types de réactions d'obus. Il y a ici un ricochet, ici aussi, et vous avez là une pénétration. Ce n'est pas du tout le même résultat. Alors, il faut savoir que sur le Tigre 1, le blindage était à majorité pratiquement vertical. Sur le Tigre 2, conçu un peu plus tard, on utilise la technique du blindage incliné. Alors, le blindage incliné, une explication simpliste, c'est que ça favorise les ricochets. C'est vrai. Et donc, quand il y a un ricochet, ça veut dire que toute la puissance de l'impact ne se transmet pas à la structure, mais est renvoyée vers l'extérieur, ce qui rend l'obus moins efficace. Maintenant, il faut bien se rendre compte que dans un combat anti-char, les coups arrivent généralement à l'horizontale. Et donc,
Le second avantage du blindage incliné joue ici. Si donc on a 150 mm de blindage incliné à 50 degrés par rapport à l'horizontale. Et ce blindage-là, le fait qu'il est incliné par rapport à l'horizontale, augmente de manière trigonométrique son épaisseur. Ça veut dire que forcément, avec moins de poids, parce que moins d'acier, on augmente grâce à l'inclinaison, d'une manière virtuelle, l'épaisseur du blindage. Mais ce n'est pas seulement l'augmentation virtuelle du blindage qui permet au blindage de mieux résister, il y a également la pression hydrostatique qui joue. Il faut savoir qu'un obus qui est capable de percer ou de traverser 100 mm de blindage, si vous le mettez face à un blindage de 150 mm, il ne va pas s'enfoncer de 10 cm à l'intérieur. Il va s'enfoncer de 80-90 mm. Et donc, pourquoi? Parce que la masse d'acier qui est derrière, quand l'obus pénètre, elle est compressée et elle résiste à l'impact. Donc la matière va reculer. La matière va reculer, mais freiner un peu. Davantage. Un peu comme votre poing s'enfonce dans un tas de sable. Oui. Vous ne savez pas rentrer profondément dans le tas de sable parce que le sable derrière se comprime et retient votre poing. C'est exactement le même principe. Et donc, le blindage incliné est efficace pour ces trois raisons. Au sujet de la date de naissance, on va dire de sortie d'usine du char, avec Hugues, nous avons pu plus ou moins le dater avant d'avoir son numéro de châssis. On peut déjà dire qu'il n'est pas dans les 50 premiers exemplaires, puisque ici, vous avez affaire à une tourelle Enkels, et non pas une tourelle Porsche. Donc, c'est déjà un indice. Le deuxième, vous voyez ici, à droite, le trou, le percement, c'est le viseur. C'est le viseur pour le canonnier. Or, il n'a pas encore de cornière qui va le protéger des intempéries. Les cornières viennent à partir du mois de novembre 1944. Il n'y a aucun zimérite non plus. Zimérite qui est abandonné à partir du mois de juillet. Donc pour expliquer, c'était une matière qui empêchait... oui, c'est une pâte qui avait comme fonction d'augmenter l'entrefer pour ne pas que les mines magnétiques puissent se coller. Ça, les Allemands arrêtent de mettre du zimrite sur les chars à partir de juillet 1944. Et le barbotin, ici, c'est un barbotin 9 dents. À partir du mois de février 1945, alors à ce moment-là, ils vont reprendre un barbotin à 18 dents. On a eu le numéro de châssis. Et avec le numéro de châssis, on a pu, avec Hugues, dire, voilà, le char est sorti d'usine. Donc, on va dire qu'il est né, ainsi, le 5 octobre 1944. Ce qui est intéressant également sur la conception du char Tigre, c'est sa suspension. Donc il faut s'imaginer déjà les ressorts qui sont à l'intérieur. Ce ne sont pas des ressorts traditionnels à lame, mais ce sont des barres qui traversent le char de part en part, qui partent d'un côté, qui traversent et qui reviennent. Ça veut dire qu'on travaille sur la torsion d'une barre pour absorber les chocs. C'est quelque chose de beaucoup plus souple qu'une barre, qu'un simple ressort semi-elliptique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante de noter, c'est la pression au sol. Le Sherman, pour prendre l'exemple américain, pèse une bonne trentaine de tonnes. Sa pression au sol est de 0,96 kg par cm². Le Tigre, pesant près de 70 tonnes, a une pression au sol de 1,02 kg par cm². Autrement dit, la pression au sol d'un char Tigre est équivalente à celle d'un Sherman ou à peu près, à quelques pourcents près, avec un poids plus du double. Mais lors des rapports de combat, notamment dans la neige, les Américains se rendent compte que le char Tigre est non seulement plus lourd, mais s'enfonce en moyenne moins que le Sherman dans la neige, alors que la pression au sol est moins élevée. Ça, c'est lié au nombre de points de contact de la chenille par rapport au sol. Vous comptez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 galets au sol. Ça veut dire qu'il y a 9 points de contact par rapport entre la chenille et le poids du véhicule et la caisse du véhicule à travers les roues. Un Sherman qui a 3 bogies de 2
galets de route en a 6. Ça veut dire que le poids moyen sur la longueur de la chenille est mieux réparti sur un char Tigre que sur un char Sherman. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la pression au sol est la même à tous les endroits d'une chenille. La pression au sol varie en fonction des points de contact. À l'endroit où la roue est en contact avec la chenille, la pression est plus élevée qu'un petit peu plus loin où vous voyez que ça s'enfonce moins. Même ici, ça se voit. Et donc, cette particularité des chars allemands qui ont leurs roues interlovées les unes aux autres permet de multiplier les points de contact et d'avoir une pression massique, donc une pression au sol. Diminuer la pression au sol alors. Quelque part, oui, parce qu'en moyenne, elle est plus proche de la moyenne. Celle du Sherman, comme il n'y a que 6 points au sol, la pression massique est plus élevée à certains endroits. Et c'est pour ça que le Sherman, bien qu'il a une pression théorique au sol légèrement moins élevée que le Tigre, s'enfonçait plus.